Cure51, c'est une tech bio, une start-up française qui a été cofondée par des chercheurs internationaux et des centres de recherche, donc Gustave Roussy, le centre Léon Bérard, VHIO en Espagne. Et notre objectif, c'est de construire la plus grande base de données de survivants exceptionnels du cancer, de récupérer ces données cliniques et multi-omiques afin de développer des nouveaux traitements. Pourquoi c'est une avancée dans l'oncologie? Au lieu de réfléchir à pourquoi les gens décèdent du cancer, ce qui est souvent le cas, nous, on va vraiment s'intéresser à pourquoi cette petite population de gens qui n'auraient pas dû survivre normalement ont finalement survécu et essayer de comprendre leur biologie exceptionnelle. La technologie, elle est importante. On a investi dans une technologie pour faire de la recherche spatiale, avec notamment un partenariat avec 10x Genomics pour utiliser leur outil Xenium et Visium HD, qui va nous permettre vraiment de pouvoir faire une analyse plus complète des échantillons qu'on va récupérer. Et ce qui fait, je trouve, la particularité de Cure51, c'est qu'on cherche à construire le plus grand réseau de centres de recherche contre le cancer. Et pour cela, on travaille avec des centaines d'hôpitaux aux quatre coins du monde. Et le cœur de notre métier, c'est vraiment de la recherche appliquée. On construit des partenariats scientifiques à long terme. Pour l'instant, on se concentre sur 3 cohortes, mais on a pour ambition de pouvoir étendre à d'autres indications dans le cancer et pourquoi pas dans d'autres maladies. L'un des challenges majeurs qu'on a, c'est que nous n'étudions pas seulement par exemple des données numériques comme des données d'imagerie, on travaille avec les données biologiques, donc on doit bien connaître et se respecter les réglementations des différents pays qui vont être très variables, que ce soit en termes par exemple de consentement patient ou alors d'export puis d'import de données biologiques. De fait, c'est beaucoup plus facile pour nous, en étant une entreprise française, de travailler avec des centres français, puisque mine de rien, récupérer de la donnée biologique, donc des échantillons de patients sur le territoire français, est plus simple réglementairement parlant que d'aller chercher des échantillons à l'étranger dans des pays d'Amérique du Sud ou au Pakistan ou dans d'autres pays européens. La place du patient est primordiale dans le projet. On est d'ailleurs en train de construire un comité patient qui va justement nous aider à comprendre les spécificités dans le parcours patient au moment du diagnostic jusqu'à toutes les étapes dans l'accompagnement du traitement. Et c'est primordial pour nous d'avoir justement le retour des patients et leur expérience pour développer ces traitements et développer aussi l'entreprise. Merci déjà pour l'invitation dans ce salon qui rassemble évidemment les acteurs autour de technologies numériques et en particulier dans le domaine de la chirurgie qui m'intéresse moi au premier plan, puisqu'on sait que c'est quelque chose d'assez technologique et dans lequel il va y avoir de nombreux acteurs autour du patient qui vont chacun apporter leur contribution. Ce qui s'est surtout dit lors de cette table ronde, c'est qu'il y avait une problématique de connaissance de ces écosystèmes qui nécessite à la fois de pouvoir concentrer quels sont les besoins, et c'est surtout à partir des besoins que doivent partir les initiatives technologiques pour ne pas pousser des technologies qui vont aller dans tous les sens et qui vont être difficiles par la suite à valoriser. Et que l'autre aspect, c'était qu'au-delà de la pertinence clinique et de la performance technologique, en fait, il y a tout un tas de paramètres aussi à prendre en considération pour faire le succès d'une innovation. Et donc, c'est important de les prendre by design, en fait, directement dès la conception de ces dispositifs, parce qu'un dispositif, il ne peut pas seulement être entre les mains d'un médecin ou d'un chirurgien, il va être pris en main par une équipe, et que c'est cette équipe qui va devoir l'accepter. Et donc, si on connaît les indicateurs, on est certain que ces indicateurs que ces technologies vont pouvoir être utilisées à bon escient dans un établissement de santé. Je suis Oriane Bessa, j'ai passé 20 ans sur le terrain des établissements de santé, j'ai pratiqué plusieurs métiers. J'étais infirmière quelques années, cadre de santé, directrice des soins la plupart du temps. Et puis sur la fin, j'ai accompagné les établissements dans leur transformation, notamment sur l'optimisation d'organisation, sur la certification, sur la formation au management participatif.
Et je me suis passionnée pour l'innovation organisationnelle et managériale. Et je me suis dit, si on fait, alors c'est super tout ce qu'on fait, et à la fois si on n'a pas cet apport technologique pour apporter des outils pertinents qui sont adaptés au terrain, on ne franchira pas cette marche en termes de qualité des soins et de parcours de soins. Donc j'ai créé Nearcare en début 2023. Et Nearcare, c'est quoi? Alors Nearcare, c'est un assistant vocal intelligent pour les patients et pour les soignants à l'hôpital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient, quand il est dans sa chambre d'hôpital, il va pouvoir avoir des réponses instantanées sans faire déplacer un professionnel. À quelle heure sont les repas? Quand est-ce que mon aidant va pouvoir venir me visiter? Comment sont organisées les choses? Réponse immédiate sans déclencher la venue d'un soignant. Et quand c'est une demande de soins, une douleur, on précise la douleur, on précise le niveau de douleur avec une vraie précision. Et là, c'est envoyé directement au professionnel qui va pouvoir intervenir pour sa valeur ajoutée, pour ce pourquoi il a fait ce métier. Et ça donne beaucoup de sens, à la fois de la satisfaction patient et beaucoup de sens dans la pratique des paramédicaux à l'hôpital. Notre vision, c'est vraiment d'être sur le parcours complet du patient. Donc cet assistant, il va suivre le patient à domicile pour une prise en charge complète et un lien constant amplifié par l'intelligence et la technologie. Quand j'étais infirmière à tous ces niveaux-là, donc j'avais un prisme vraiment différent dans chacun de ces métiers. Et le constat, ça a été que, voilà, on parle beaucoup d'expérience patient. Moi, j'ai été convaincue assez rapidement que l'expérience patient, elle était en lien direct avec l'expérience soignant. Donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il faut innover, il faut sans arrêt trouver des solutions qui sont terrain par rapport à ce qu'on peut observer sur le terrain, les interruptions de tâches, la charge mentale que ça génère. Il y a une vraie fuite des soignants de l'hôpital. Donc, il y a un vrai besoin de s'adapter à ces irritants du quotidien, à la fois pour le patient et pour le soignant. On peut être hyper technologique, mais si on n'a pas les infrastructures ou que l'accessibilité de ces technologies ne peut pas être prise en charge au sein d'un établissement de santé, par exemple dans un établissement périphérique ou bien dans une clinique aussi en région, eh bien, il y aura une problématique d'accès aux soins et aux soins de qualité. Donc réellement, derrière l'accessibilité des technologies, il y a un aspect éthique qui doit absolument être pris en compte. Et donc c'est une révolution qui doit concerner tout le monde. Et elle ne peut concerner tout le monde que si on connaît bien les problématiques et toutes les étapes que doivent passer ces dispositifs pour arriver au chevet du patient et dans les mains des équipes. Alors aujourd'hui en France, on a 37 tiers-lieux d'expérimentation en santé. Les tiers-lieux d'expérimentation en santé, en fait, sont des dispositifs assez nouveaux dans le paysage d'accompagnement des entrepreneurs du numérique en santé. Ces tiers-lieux d'expérimentation en santé sont portés par des structures de santé, des CHU, des CH, des privés non lucratifs, des CLCC, plus rarement par des centres d'innovation ou des pôles de compétitivité. Ils réunissent autour d'eux en fait, un consortium d'acteurs experts dans le numérique en santé. Alors, quelle que soit leur forme, leur composition, finalement, ils ont une mission principale, c'est d'aider les entrepreneurs du numérique en santé à faire de leur solution un vrai succès commercial, à faire de cette solution une solution qui rencontre réellement son marché. Certains tiers-lieux ont coutume de dire en fait, qu'ils aident les entrepreneurs à dérisquer leurs projets. Alors pourquoi finalement les tiers-lieux arriveraient à mieux dérisquer les projets des entrepreneurs? Eh bien c'est parce qu'ils ont une spécificité, une valeur ajoutée qui les distingue finalement des autres. C'est qu'ils sont capables de mettre face à l'entrepreneur à la fois les futurs acheteurs de la solution, les directions d'établissements de santé par exemple. Ils sont capables de mettre face aux entrepreneurs aussi les futurs bénéficiaires de la solution, que sont les patients, les usagers, leurs aidants. Et ils sont aussi capables de mettre face aux entrepreneurs les futurs utilisateurs de la solution, que ce soit des médecins, des infirmiers, des aides-soignants en EHPAD, des intervenants à domicile ou autres. Donc, ces tiers-lieux d'expérimentation en santé, plus concrètement, quelle offre de services ils proposent aux entrepreneurs? Eh bien, ils vont permettre aux entrepreneurs, par exemple, très tôt dans leur projet, de venir tester l'idée, le concept afférent à leur solution numérique. Ils vont organiser pour cela, par exemple, des entretiens avec des professionnels de santé, des focus group. Ils vont aussi permettre aux entrepreneurs d'anticiper très tôt les aspects réglementaires et techniques de leur solution. Ils vont les aider à anticiper, par exemple, toutes les difficultés liées à l'interopérabilité, la sécurité, pour que ça soit traité très en amont du développement. Un peu plus tard dans la démarche, ils vont aussi permettre aux entrepreneurs de tester en vie réelle la solution numérique pour s'assurer qu'elle répond vraiment aux besoins des professionnels et à leurs contraintes d'usage.
Et en bout de course, les tiers-lieux d'expérimentation en santé vont être aussi capables d'évaluer l'impact des solutions numériques, tant sur le plan clinique que sur le plan économique, organisationnel ou autre. Et ils vont permettre du coup aux entrepreneurs d'avoir un vrai argumentaire basé sur des méthodologies d'évaluation rigoureuses qui vont leur permettre ensuite de présenter la solution aux futurs acheteurs. Alors au niveau du CHU de Nice, on a vraiment poussé à la fois sous l'impulsion du directeur général, mais aussi sous l'impulsion des équipes médicales qui aujourd'hui sont au premier plan sur la décision stratégique du soin à l'hôpital. On a vraiment poussé les aspects d'intelligence artificielle, de technologie au sein et au lit du malade et dans les blocs opératoires. Alors par exemple, c'est l'utilisation de systèmes type jumeaux numériques au bloc opératoire qui est poussé par les données de santé qui vraiment sont on est très concernés actuellement par les données de santé. On a rassemblé les établissements azuréens autour du centre Antoine Lacassagne qui est un centre de lutte contre le cancer, de l'hôpital pédiatrique de Lanval, du CHU de Nice mais aussi de l'Université Côte d'Azur et de sa fondation qui permettent donc d'allier tous ces acteurs autour de la donnée de santé avec la constitution de l'entrepôt de données de santé PACA Méditerranée avec nos collègues aussi de la PHM et de l'Institut Paoli Calmette. Et donc ces acteurs-là ont compris que la donnée était stratégique et devait être mutualisée pour pouvoir l'exploiter au sein de ces établissements à une échelle territoriale. Et donc on arrive à travailler sur des jumeaux numériques qui nous permettent aujourd'hui d'améliorer notre diagnostic, la décision chirurgicale et puis l'application au bloc opératoire, que ce soit l'impression 3D. On est en train de monter une plateforme d'impression 3D à l'hôpital pour imprimer sur site de l'instrumentation chirurgicale ou que ce soit pour de la visualisation augmentée avec par exemple des lunettes de réalité mixte qu'on peut utiliser au bloc opératoire. Et bien évidemment, ces jumeaux numériques sont créés au sein des équipes de recherche qui sont associées évidemment à ce projet. C'est un exemple très constructif d'un écosystème qui fonctionne, qui se structure et où les gens ont compris qu'il fallait mutualiser les moyens et les projets. L'initiative tiers-lieux, elle est encore assez récente finalement. Les tout premiers tiers-lieux ont une grosse année de recul d'activité derrière eux. Néanmoins, certains d'entre eux en fait, ont mené un certain nombre de démarches proactives pour impliquer des patients ou des professionnels dans leurs démarches. Et on a pu noter un engouement en fait, des professionnels à participer à des projets innovants pilotés par le tiers-lieu. Très souvent aussi, le tiers-lieu va sonder en fait, les professionnels de santé, parfois aussi les usagers, pour connaître quelles sont leurs vraies attentes, leurs vraies problématiques, les irritants qu'ils rencontrent au quotidien, pour pouvoir cibler en fait, les bons projets à accompagner au sein du tiers-lieu. Bonjour, donc je suis Jean-Philippe Maolida, je suis responsable de la transformation numérique et d'innovation au sein du service de santé des armées. Dans notre quotidien, on doit faire de la veille sur différentes choses. Et là, ce salon a été l'opportunité, comme on parle d'efficience, et ça c'est un sujet qu'on tient énormément, parce qu'on ne peut pas faire du numérique sans qu'il y ait ce côté efficient. C'est-à-dire qu'on ait des choses qu'on peut évaluer, qu'on peut tester, mais aussi qu'on peut voir s'ils sont utilisés par nos différents corps d'armée ou médecins, soignants. Donc c'est quelque chose de très important dans notre domaine. Il n'y aura pas de numérique sans efficience. On est confronté, comme beaucoup d'autres institutions, hein, c'est des nouvelles technos qui arrivent, comme dans toute institution publique. Il y a tout un process pour essayer de s'organiser, de s'acculturer, pour qu'on ait en fait un effet de masse sur l'arrivée de ces technos. Et donc pour le moment, je ne peux pas vous citer une technologie particulière, mais par contre, la curiosité, elle est là. C'est-à-dire, on regarde et en fonction des problématiques qu'on a, pour essayer de trouver des acteurs qui peuvent répondre de manière pragmatique à des cas d'usage qu'on peut avoir au sein du service de santé des armées. Et là, des salons comme ça, c'est très important parce que ça permet tout de suite d'accéder soit à des démonstrations, soit d'échanger avec les professionnels ou les industriels qui sont présents pour essayer de voir entre nos problématiques qui sont entre la santé et l'armée, comment ils peuvent être adaptés
avec des solutions comme ça qui sont à la base grand public. Et donc il y a toutes ces discussions qu'on peut avoir en amont pour essayer de préparer ce qu'on recherche vraiment.